Alors, un exercice sur l'effet Doppler et l'expansion de l'univers en mécanique relativiste. Alors, je crois que j'avais déjà traité cet exercice dans une vidéo précédente, mais j'avais pas été au bout de l'exercice de mémoire et il y a beaucoup d'explications physiques que j'avais pas données. Donc, j'en ai refait une correction plus propre, on va dire, et donc la voici. Donc, effet Doppler, expansion de l'univers. Donc, je vais vous lire d'abord l'énoncé et ensuite on fera la correction. Donc on considère une source monochromatique fixe dans un référentiel grand R qui émet une onde lumineuse plane de fréquence mu dans les directions OU du plan XOY, tel que OX, OU forme l'angle θ. Un observateur est lié au référentiel R' en translation uniforme de vitesse V par rapport à OX. En utilisant le quadrivecteur d'onde K oméga sur C, déterminé en fonction de V, θ et β égale V sur C. Donc d'abord la fréquence mu' de l'onde mesurée par l'observateur. Ensuite, la direction θ' de propagation par rapport à OX de l'onde lumineuse perçue par l'observateur. Quelques cas particuliers, donc on demande de comparer mu et mu', puis θ et θ'. Voilà, donc bon, je lirai les questions suivantes. On va d'abord commencer par la question 1. Alors, je rappelle donc les équations de Maxwell dans le vide en présence de charge. Lit les quantités que sont la densité volumique de charge, la densité de courant, J, donc et les champs électromagnétiques, le champ électrique et le champ induction magnétique, le champ B. Toutes ces équations en fait dérivent de potentiel. Effectivement, le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire et le champ magnétique dérive d'un potentiel vectoriel A. On sait que E égale moins gradient de V et que le rotationnel de A, c'est B. D'accord. Bon, après, il y a différents types de jauges, notamment la jauge de Lorentz. Bon, mais fondamentalement, on a en fait un quadrivecteur potentiel qui a été défini en relativité restreinte, qui est donc un invariant de Lorentz. Par transformé de Lorentz, ce quadrivecteur est invariant quel que soit le référentiel inertiel choisi. On a donc que le quadrivecteur potentiel A bar donc, se met sous la forme A indice covariant mu, autrement dit se met sous la forme d'un quadrivecteur V sur C donc pour la partie en dépendance temporelle, et le vecteur A qui est donc le champ potentiel dont dérive notre induction magnétique. Ok, donc il se met sous la forme A0 à chapeau. Donc cette précision étant faite, on a également aussi le vecteur courant, le quadrivecteur donc courant qu'on définit en relativité restreinte comme J indice covariant mu comme étant égal à C fois ρ étant la densité volumique de charge donc du milieu dans lequel on évolue on évalue les champs électromagnétiques, d'accord? Donc c'est ρ pour la partie temporelle et J pour la partie spatiale, donc qui se met sous la forme J0 et J. Les champs électromagnétiques E et B donc appartiennent en fait à un objet que l'on a défini comme étant F mu nu, qui est un tenseur électromagnétique et qui représente une matrice 4-4. Alors formellement, mais on n'en aura pas besoin dans l'exercice, mais bon, je redonne donc formellement la définition de ce tenseur. Ce sont les dérivées covariantes de mu appliquées à A nu, moins les dérivées covariantes de nu appliquées à A mu. D'accord? Et en fait, c'est ce tenseur qui va nous donner donc les champs E', B' dans le nouveau référentiel R', sachant que R' est en translation rectiligne uniforme par rapport à R. Ok. Donc on regarde maintenant des solutions en ondes planes, c'est-à-dire des solutions du type E égale E0 exponentielle moins I oméga t moins K scalaire R, et on va introduire un autre quadrivecteur. Oméga t moins K scalaire R, en fait, peut se mettre sous la forme oméga sur C, multiplié par C sur T, d'accord? C'est un artifice mathématique, en fait, je divisé par C, je multiplie par ce numérateur, donc j'ai rien fait, moins, en fait, K chapeau R, d'accord? Donc je rappelle effectivement la définition du produit scalaire au sens du produit scalaire défini en relativité restreinte. J'avais fait un cours dessus, et notamment des exercices précédemment. Donc si on a les quadrivecteurs A0, B0 et AB, en fait le produit scalaire va être
on considère que A0 et A sont les parties en fait temporelles du ce quadrivecteur et que les parties spatiales en fait sont représentées par B et B0. Et bien, le produit scalaire, ce sera A0A moins B0B. Ok? Donc attention, c'est le produit scalaire défini en relativité restreinte pour des quadrivecteurs qui ne correspondent pas au produit scalaire dans R3. Bon. D'où le quadrivecteur position x bar se met sous la forme CT et R, et on pose le nouveau quadrivecteur, donc quadrivecteur d'onde K bar, qui est égal à oméga sur C pour sa partie temporelle, et le vecteur d'onde K pour sa partie spatiale. Donc, ceci étant posé, on va avoir que oméga t moins k scalaire R peut se mettre sous la forme en fait du produit scalaire du quadrivecteur d'onde K avec le quadrivecteur de position R. Donc, l'intérêt de mettre tout ça sous cette forme, c'est qu'on a en fait construit un invariant de Lorentz. Donc, ça va être cette quantité, donc le produit scalaire du quadrivecteur K par le vecteur quadrivecteur position R est un invariant de Lorentz. Il sera donc le même dans tous les référentiels. Autrement dit, si on passe de R à R', donc K va devenir K', le quadrivecteur K', R, le quadrivecteur R va devenir le quadrivecteur R', et on n'aura que le produit scalaire au sens donc du produit scalaire défini en relativité restreinte, donc K, le quadrivecteur K par produit scalaire R, sera égal au quadrivecteur K' par R'. Donc voilà, effectivement, on va avoir deux référentiels. On a un référentiel fixe et un référentiel en mouvement. Donc on peut rajouter les quatre vecteurs d'onde. Donc K bar est égal à K mu, oméga sur C et K. On va dire que oméga sur C, on va considérer que c'est la composante 0, donc H0, et le vecteur K. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement le module carré de K qui est un invariant. Le tenseur F mu nu permet d'expliciter le passage du champ électromagnétique, en fait, de passer de EB à E'B'. Mais le champ fondamental en électromagnétique est décrit par le quadrivecteur potentiel A bar, qui est égal à A mu, je le rappelle, donc qui a pour composante temporelle V sur C, et ensuite qui a le champ A, le champ potentiel A dont dérive le vecteur induction magnétique B. Donc on peut le mettre sous la forme A0 et A chapeau, où A0 ce sera le potentiel V scalaire sur C. Ok. Donc en notant donc notre quadrivecteur K bar qui est égal à oméga sur C et le vecteur d'onde K, si on fait le produit scalaire du quadrivecteur K bar avec lui-même, on va obtenir donc la première composante au carré, donc c'est oméga scalaire, oméga sur C multiplié par oméga sur C, donc oméga 2, moins en fait le produit scalaire de la deuxième composante. D'accord? Donc moins K2. Donc ce produit scalaire, on va dire qu'il est égal à 0, on obtient notre fameuse relation de dispersion des ondes planes. Ok? Alors pour l'objet de notre problème, on a une source qui émet en fait dans une direction θ. Donc la source elle émet dans une direction θ. On nous dit donc à la fréquence mu une onde lumineuse plane, d'accord? Donc on a l'observateur qu'il y a R' qui est en translation uniforme de vitesse v par rapport au x, et on nous demande, en utilisant le quadrivecteur d'onde k oméga sur c, de déterminer en fonction de mu, oméga et bêta, le rapport donc v sur c, la fréquence mu' de l'onde mesurée et la direction θ' de propagation par rapport à x. Ok. Donc, notre vecteur d'onde k va s'exprimer donc sous la forme k u chapeau. U chapeau, c'est la direction donc prise par l'onde. Ok. Et k égale oméga sur c. On a k, donc comme oméga c'est 2pi mu, donc la relation entre oméga et la fréquence, puisqu'on nous demande de faire intervenir la fréquence dans le problème. Donc je rappelle que oméga c'est 2pi sur la période, et que donc bien évidemment la fréquence c'est l'inverse de la période. J'ai représenté en rose, en violet, le nouveau référentiel R', qui est en translation rectiligne uniforme suivant l'axe des x, donc x' est égal est parallèle à x, hein, donc ils sont collinéaires, avec une vitesse v, donc vitesse v qui s'exprime sous la forme vx chapeau. On peut l'exprimer sous la forme bêta c, donc où bêta effectivement est le rapport
le coefficient qui intervient en relativité restreinte, notamment dans la transformation de Lorentz. Donc l'observateur X se déplace à V et observe le phénomène. Donc on nous demande effectivement les nouvelles fréquences, θ', bien. Donc, et θ' là, par rapport, qui est l'angle formé dans le nouveau référentiel, en fait, de l'onde lumineuse, donc du vecteur K' de l'onde lumineuse avec l'axe des X. Donc la question c'est comment se modifie la fréquence et la direction, voilà, et de voir quelques applications cas pratiques. Bon, ben, dans R, on va écrire notre quadrivecteur, donc oméga sur C. Notre quadrivecteur, en fait, se projette suivant X, suivant cos θ, donc on va avoir du K cos θ, et c'est la projection sur X. On va avoir du K sinus θ en projection suivant Y, ok, et 0 en projection suivant Z, on travaille dans un plan. Donc on peut réécrire mon quadrivecteur en faisant intervenir effectivement la fréquence mu, puisqu'on nous demande explicitement dans l'énoncé, sachant qu'on a la relation qui lie notre onde à la fréquence mu de l'onde lumineuse, K égale 2pi mu sur C. Ok, donc on va réécrire notre quadrivecteur d'onde, K bar, donc sous la forme, donc pour la partie temporelle, donc oméga sur C va devenir 2pi mu sur C, donc depuis la fréquence sur C. La partie spatiale K cosinus θ, ça va devenir 2pi mu sur C cos θ. La partie spatiale suivant Y, donc K sinus θ, va devenir 2pi mu sur C sinus θ, et 0 pour la partie en Y. Ok, donc la seule différence dans cet exercice, en fait, on va le voir, ça va être d'écrire la transformée de Lorentz, et de là va dérouler l'apparition des équations. Alors, en effet, si maintenant je veux décrire mon vecteur d'onde selon R', dans R', on aura un vecteur d'onde de la forme oméga prime sur C, donc C, je vous rappelle que c'est un invariant de Lorentz, et d'ailleurs, on a construit la transformation de Lorentz pour que précisément C, la vitesse de la lumière, soit invariante par changement de référentiel. On va avoir sur l'axe des X, en projection suivant X, ben, du K' cosinus θ' pour notre vecteur d'onde. Également sur la projection suivant Y', on va avoir du K' sinus θ', et on va avoir 0 en projection suivant l'axe des Z, puisque effectivement on a une onde qui se propage dans un plan, d'accord, par modélisation du problème. Donc, on va modifier, ça va modifier la composante spatiale suivant X et la composante temporelle oméga C. Les autres composantes ne seront pas affectées. Alors, ce que l'on fait, je ne l'ai pas écrit ici, mais en fait, si, je vais faire un petit rappel sur la transformation de Lorentz pour ensuite, pour expliciter la formule de mu' que j'ai sortie ici. Donc, je vous rappelle que la transformation de Lorentz, que j'ai explicité un certain nombre de fois dans beaucoup d'exercices précédemment et dans le cours, mais bon, un petit rappel, ça fait du bien. Donc, je considère en fait un quadrivecteur donc qui a une partie temporelle T et une partie spatiale R. Ici, c'est mon quadrivecteur donc position. Ce quadrivecteur position va être transformé par une lorentzienne, donc par une transformée de Lorentz que j'ai symbolisé par ce symbole ici, la lorentzienne. Donc la lorentzienne est caractérisée par une vitesse v suivant l'axe des x. Okay, autrement dit, mon référentiel R' est en translation rectiligne uniforme par rapport à mon référentiel R suivant l'axe des x à une vitesse constante v. D'accord? C'est que sous cette condition, il faut déterminer un axe de translation rectiligne uniforme pour pouvoir appliquer la lorentzienne. Bien. Eh bien, bon, vous voyez le cours, mais on a effectivement notre lorentzienne, c'est du cosinus hyperbolique phi, moins sinus hyperbolique phi, 0, 0, moins sinus hyperbolique phi, cosinus hyperbolique phi, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et bon, etc. Donc, enfin, etc. Moi, je l'ai en tête par cœur, ma lorentzienne, avec phi, tangente phi est égale à v sur c, tangente hyperbolique, on est dans les hyperboliques, donc, de manière à ce que la cosinus hyperbolique de phi soit 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2, v2 sur c2 c'est bêta 2, donc en fait, si on a cette lorentzienne, en appliquant effectivement la matrice de passage, de transformation de Lorentz, on obtient que nécessairement x' sera égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2, facteur de x moins vt, où v c'est le vecteur, c'est la vitesse en fait de R' par rapport à R, et on aura effectivement une dilatation temporelle, hein, le temps n'est pas absolu, mais on a un temps qui est mesuré par une horloge dans R',
qui sera, par un observateur dans R', qui sera égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2, fois t, donc t c'est le temps mesuré dans le référentiel R, moins v sur c carré x, ok? V sur c carré, bien sûr, donc voilà, v étant toujours la vitesse de R' par rapport à R. Donc en fait, on va appliquer ici la lorentzienne. Effectivement, si dans la quatrième composante, en fait, on substitue le temps par ct, on a x' qui va un petit peu changer, c'est-à-dire qu'à la place de... On fait intervenir ct, on va avoir du v sur c fois ct, ici. Bien évidemment, y' et z' restent inchangés puisque la transformation n'affecte pas... il n'y a pas de translation uniforme suivant ces axes-là. Et effectivement, en faisant intervenir CT, on a CT' qui est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2. 1 sur racine de 1 moins bêta 2 fois CT moins V sur C fois X. Ok. Bon, après, j'ai noté effectivement le fait que si on remplace ces quadrivecteurs par x0', x' et x0', bon, on a un quadrivecteur qui change de la même manière en fait. Donc fondamentalement, si on applique notre transformée de Lorentz, on va avoir donc la fréquence mu' qui va être égale à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 fois mu, la fréquence dans R, moins bêta mu cosinus θ. Et on va avoir K'X qui va se transformer en 1 sur racine de 1 moins bêta 2 fois Kx moins bêta sur C oméga. De là, on en déduit, on identifie en fait les termes. Hein. Donc j'identifie par exemple mon premier terme, donc 2 pi mu' sur C va être égal à donc 2 pi mu' sur C cosinus θ', d'accord, qui va être Kx', donc va être égal à cette quantité-là, d'accord. Donc oui, la transformée de Lorentz pour la composante suivant x de mon vecteur nombre. On aura K'Y qui n'est pas affecté, K'Z également. Donc, en identifiant K'X avec la résultante de la transformée de Lorentz, on obtient que 2 pi mu' sur C cosinus θ' doit être égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2 facteur de 2 pi mu sur C cosinus θ moins bêta facteur de 2 pi mu sur C. D'accord? Donc ça c'était un rappel, je dirais, de cours. D'où mu' qui est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2 facteur de 1 moins bêta cos θ mu. Mu' cos θ' est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2 cos θ moins bêta mu. Ok. Ky' est égal à Ky, d'où mu' sinus θ' est égal à mu sinus θ. Donc cette relation est obtenue par la transformation inverse. On a donc trois relations, et ce que l'on veut, donc dans l'énoncé, on nous demande θ', d'accord, et ensuite de comparer les angles. On nous demande mu' mesuré, on ne nous demande pas de l'exprimer en fonction de mu c', pareil. Donc, on a que cos θ' vaut 1 sur racine de 1 moins bêta 2 cos θ moins bêta facteur de mu sur mu', et cos θ', donc se simplifie en 1 sur racine de 1 moins bêta 2 cos θ moins bêta. On substitue ce qu'il y a substitué, donc mu sur mu' en fait, puisqu'on a ici mu' qui est exprimé en fonction de mu. On fait mu sur mu', le 1 moins cos bêta 2 il passe à gauche, ça passe à gauche, et on obtient, c'est égal à racine de 1 moins bêta 2 sur 1 moins bêta cos θ. Autrement dit, bon, les radicaux s'en vont, et il reste que le cosinus de θ', donc va être égal à cosinus de θ moins bêta sur 1 moins bêta cos θ. Autrement dit, l'angle apparent dans le référentiel R' de notre onde lumineuse émise apparaît suivant cette relation. Donc voilà comment apparaît l'angle dans le référentiel en mouvement. Donc la question c'est est-ce que θ' est plus grand que θ ou est-ce que θ' est inférieur à θ? Donc on nous demande de vérifier ensuite un cas particulier. Donc le cas particulier qu'on nous demande de vérifier, c'est si l'observateur se déplace dans la même direction de l'onde émise. Donc on va considérer une onde émise longitudinalement. Si l'observateur se déplace en B perpendiculairement à la direction de l'onde émise, donc perpendiculairement l'onde émise, perpendiculairement, à ce moment-là, on va considérer que l'onde est émise dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire dans la direction des Y, je crois. Oui, et on nous demande ensuite en C, retrouver la relation entre mu et mu' dans les deux cas envisagés, en utilisant les formules de transformation de Lorentz pour l'onde plane d'équation. S égale S0 cos oméga facteur de t moins x sur c suivant la direction de propagation OX. Et on fera ensuite une application. D'accord. Alors, pour θ égale 0, l'onde émise se propage le long de OX.
Donc θ égale 0 va impliquer que θ prime, dans 1 moins cos, on va avoir du 1 moins bêta cos θ, cos θ égale cos de 0 c'est 1, donc on va avoir du 1 moins bêta au dénominateur. Au numérateur, on a du 1 moins bêta, on va avoir cos θ prime est égal à 1, donc θ prime égale 0 également. Ok? Donc on aura que θ prime est égal à 0. Que vaut maintenant la fréquence? Donc si on a cos θ égale 1, ben, on utilise effectivement cette relation-là. Donc cos θ vaut 1, donc on va avoir du 1 moins bêta sur racine de 1 moins bêta facteur de 1 plus bêta. Donc on simplifie ce qu'il y a à simplifier. Et on obtient donc 1 moins bêta sur racine de 1 moins bêta 2. 1 moins bêta 2, on peut le mettre sous la forme 1 moins bêta facteur de 1 plus bêta. Donc on peut le mettre sous le radical. On simplifie. Finalement, on a la fréquence mu prime qui va être égale à racine de 1 moins bêta sur 1 plus bêta fois mu. Autrement dit, il y a ce fameux coefficient qui intervient à Lorentz, bêta, qui est le rapport de U sur C, ou U, enfin de V sur C, ou U sur C, hein, ou U ou V, et la vitesse de translation rectiligne uniforme de R' par rapport à R. Ok, voilà. Alors, donc, l'émission reste longitudinale, donc horizontale. Quant à la fréquence, donc mu prime sur mu, elle est égale à racine de 1 moins bêta sur 1 plus bêta. Donc si bêta est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Ben, les deux référentiels R et R' s'éloignent l'un de l'autre. Donc mu prime va être inférieur à mu. Et comment se comportent les longueurs d'onde? Ben, on sait que la longueur d'onde c'est égal à C fois la périodicité, c'est C sur mu. Autrement dit, la longueur d'onde évolue de manière inverse à mu. Lorsque mu augmente, lambda diminue, et vice versa, lorsque mu diminue, lambda augmente. Donc ça marche comme l'inverse. Ce phénomène de longueur d'onde qui augmente, en fait, c'est ce que l'on nomme le décalage vers le rouge. Voilà, dans ma précédente vidéo, je crois que j'avais pas très bien détaillé ça. Pourquoi le rouge, en fait, c'est la plus grande longueur des longueurs d'onde visibles. La longueur d'onde qu'on mesure, en fait, sera plus grande que celle émise par notre source. Donc si on considère que la source est une étoile, par exemple, voilà, c'est le phénomène qui est connu sous le terme redshift en anglais. Si bêta est strictement négatif, ben, en fait, on va avoir bêta est négatif, on a bêta c'est U sur C, donc mu sur C, comment dirais-je, où est-ce qu'il est le rapport U sur C, U, il est considéré algébriquement, d'accord? Donc si bêta est négatif, puisque U, enfin V, pardon, c'est bêta C, si bêta est négatif, donc en fait le référentiel rose R', il part pas vers la droite, mais il part vers la gauche, hein, d'accord? Donc si le référentiel part vers la gauche, on va avoir une transformation un peu, je dirais, différente. D'accord? En fait, on va avoir R' qui va se rapprocher de R. Ok? Donc, ça va impliquer que mu' est supérieur à mu. Donc la fréquence perçue par l'observateur dans R' est supérieure à la fréquence perçue dans R. D'où, comme longueur d'onde et fréquence varient en inverse, on va avoir du lambda prime qui est strictement inférieur à lambda. Donc ce phénomène en astronomie s'appelle le décalage vers le bleu. Donc simplement pour rappel, la longueur d'onde dans le visible, dans le rouge, c'est à peu près de l'ordre de 500 nanomètres, autrement dit 10 puissance moins 9 mètres, et dans le bleu, on est dans l'ordre de 750 nanomètres. Voilà. Donc le bleu étant considéré comme la plus petite longueur d'onde visible, les longueurs d'onde apparaissent plus petites, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, donc une modification de la fréquence apparente. Donc si maintenant, donc on a répondu à la question, ouais, on verra ça après. Donc si maintenant, si bêta est très petit devant 1, ben en fait le référentiel R' se déplace à une vitesse très très inférieure à la vitesse de la lumière, et donc on aura que mu' est égal à mu. Donc il n'y a pas de changement perceptible euh, de fréquence, puisque bêta est très inférieur à 1. En fait, c'est comme si on avait 1 plus 0 au dénominateur, et au numérateur 1 moins 0, donc en fait 1, donc mu' égale mu. Ok.
Donc, on vient de décrire le cas où θ égale 0. Donc, on parle d'un effet de Doppler longitudinal. Donc, θ égale 0, effectivement, l'observateur se déplace dans la direction de l'onde émise. D'accord? θ égale 0 implique que θ' aussi. Donc, s'il y a un angle de 0 entre l'axe des X et l'onde émise, et le vecteur d'onde formé par l'onde émise dans R, eh bien, on aura également un angle 0 entre l'onde émise perçue dans R' et le vecteur d'onde formé par l'onde dans R'. Ok? Bon, si effectivement le θ maintenant est égal à pi sur 2, donc c'est le cas que j'ai représenté ici. Bon, j'ai oublié de faire, enfin j'ai oublié sur le schéma rose de représenter effectivement mon angle. On a une onde qui est émise en direction perpendiculaire au déplacement de mon référentiel R'. Donc que devient la direction de l'onde et que devient la fréquence. Donc on va utiliser les formules vues précédemment, à savoir cos θ' égale cos θ moins bêta sur 1 moins bêta cos θ, donc pour pouvoir obtenir l'angle, et mu' est égal à 1 moins bêta cos θ sur racine de 1 moins bêta de mu. D'accord? Donc ça, c'est les formules qu'on a obtenues précédemment. Donc on va les utiliser. On applique en fait ces deux formules dues à la transformée de Lorentz dans le cas où θ égale pi sur 2. Donc θ égale pi sur 2 va impliquer que cos θ égale 0. Donc cos θ' va être égal à 0 moins bêta sur 1 moins bêta fois 0. Autrement dit, ça va être moins bêta sur 1, c'est égal à moins bêta. Ici, si la vitesse s'éloigne, le cosinus de l'angle est négatif, et donc nécessairement, si le cosinus de l'angle est négatif, on est par là, et donc on a un angle qui est supérieur à pi sur 2. Autrement dit, θ' va être perçu plus grand que pi sur 2. Que vaut maintenant, dans le cas où cos θ' est négatif, que vaut maintenant la fréquence mu' perçue? Mais on a que mu' est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta de mu, et ce terme-là est plus grand que mu, donc il n'y a pas de décalage, je dirais, spécifique. Dans le référentiel, en fait, se rapproche, puisque moins bêta est strictement positif, l'angle sera fermé inférieur à pi sur 2. Si lambda' est strictement inférieur à lambda, il y a ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. La longueur d'onde apparaît plus petite, et donc lambda r est strictement inférieur à lambda bleu. Ok. Je refais l'exercice là. Décalage, ouais, lambda r 450 nanomètres, 750 mm. Donc je rappelle qu'effectivement, le produit scalaire du quadrivecteur k par x, par le quadrivecteur position, c'est oméga t moins kxx, donc moins kyy moins kzz. C'est égal au quadrivecteur k' x', qui est égal à oméga prime t' moins k'x, moins k'y, moins kz, moins k'z, z'. Bon, je oublie les y, d'accord, c'est y'. Quel que soit le référentiel d'inertie, mon quadrivecteur reste le même, d'accord. Donc ça, bon, ça je l'avais déjà dit. Alors, on nous demande effectivement que deviennent les quadrivecteurs. Retrouver la relation dans les deux cas. Pour l'onde plane, l'équation S égale à 0, cosinus oméga t moins x sur c suivant la direction de propagation. Ok. Alors, que vaut mon quadrivecteur mon quadrivecteur d'onde k bar multiplié par, enfin produit scalaire, par mon quadrivecteur position x. Donc k bar x bar, en fait, les produits des deux quadrivecteurs d'onde et de position, est un invariant de Lorentz, donc il va avoir la même valeur dans R et R'. Bon, je pense qu'on va le vérifier, effectivement. Dans R, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut oméga t moins kx, k bar x, donc on va substituer oméga par 2pi mu, donc 2pi mu t, moins kx, k c'est 2pi sur lambda, d'accord, lambda c'est c sur mu, autrement dit kx ça va être 2pi mu sur c fois x, et effectivement on peut mettre ce produit scalaire sous la forme 2pi mu, facteur de t moins x sur c. Ok. Donc je rappelle effectivement que notre quadrivecteur x se met sous la forme donc d'une partie temporelle ct et de composantes spatiales x, y, z. On a dans R, d'après l'énoncé, donc une onde plane de type S0 cosinus oméga t moins x sur c. Donc on passe en notation complexe, et cette onde plane en notation complexe est de type E0 exponentielle moins i depuis mu, bon mu v, enfin vitesse,
fois vitesse fréquence, pardon, fois t moins x sur c dans R. Ok. Donc, effectivement, on va on va soustraire la partie radiale, donc le produit scalaire du vecteur, du quadrivecteur d'onde par le quadrivecteur position. Donc, on a vu que c'était égal à oméga t moins le produit scalaire, cette fois-ci dans R3, là, au sens habituel du vecteur d'onde K par le vecteur position R, d'accord. Effectivement, ce qui nous intéresse ici, je l'ai noté, c'est la phase, c'est-à-dire la partie progressive de l'onde. Donc, dans R', le produit scalaire du quadrilatère K par X' se transforme, donc il vaudra oméga prime T' moins K' X', ok. Il se transforme et il est invariant, donc ça vaudra toujours le produit des quadrivecteurs K, du produit vecteur d'onde par quadrivecteur position. Et on a que, effectivement, K est égal à 2pi mu sur C. Donc, si on développe ça, donc on a effectivement on devrait avoir par identification oméga prime T' moins K' X' est égal à 2pi mu prime T' moins 2pi mu prime sur C X'. On dit que c'est égal à 2pi mu prime facteur de T' moins X' sur C. Car on a exactement la même écriture dans les deux référentiels. Car nos deux vecteurs s'écrivent pareil dans les deux référentiels. Maintenant, on se sert de la transformation de Lorentz, qui nous dit donc qu'on a donc l'égalité 2pi mu sur c facteur de t moins x sur c doit être égal à 2pi mu prime sur c facteur de t' moins x' sur c. Mais par transformation de Lorentz, on a vu précédemment que t est modifié en t', qui devient t' égale 1 sur racine de 1 moins bêta 2, donc le coefficient gamma de la transformation de Lorentz, facteur de t moins bêta sur c fois x, et que x' est modifié en 1 sur racine de 1 moins bêta 2, facteur de x moins bêta ct. Donc, que vaut la question? C'est t' moins x' sur c que l'on cherche. Eh bien, t' moins x' sur c va devenir, donc on va reprendre t'. Donc, on va mettre en facteur 1 sur racine de 1 moins bêta 2. Donc, facteur de t moins bêta x sur c, moins, donc on va avoir x', donc, va devenir donc x moins bêta c sur c, donc x sur c plus bêta t. Ok? Donc, on peut encore simplifier cette équation et la mettre sous la forme 1 sur racine de 1 moins bêta 2, facteur de 1 plus bêta t moins 1 plus bêta x sur c. Autrement dit, 1 plus bêta sur racine de 1 moins bêta 2, facteur de t plus x sur c, qui est égal à racine de 1 plus bêta sur 1 moins bêta, facteur de t moins x sur c. Donc, notre relation étoile ici, on peut substituer t' et x' par ce que l'on vient de trouver, et on obtient que 2pi mu sur c, facteur de t moins x sur c, doit être égal à 2pi sur c, facteur de racine de 1 plus bêta sur 1 moins bêta, et ça sera mu fois mu prime, facteur de t moins x sur c. Autrement dit, nécessairement, on a notre nouvelle, fréquence qui lie en fait mu et mu prime. On retrouve la formule de Doppler longitudinal et on fait la même chose pour la partie transverse. Ok. Donc pour la partie transverse, qu'est-ce qui se passe? On va avoir donc θ qui est égal à pi sur 2. Donc le produit scalaire du quadrivecteur d'onde par le quadrivecteur position x va être égal à oméga t moins k scalaire r dans R, qui doit être égal par invariance de la transformation de Lorentz à oméga prime t prime moins k prime scalaire r prime dans R prime. Donc la question c'est que vaut le vecteur d'onde k lorsque θ, l'angle que forme la direction de propagation de l'onde lumineuse avec l'axe des x, qui je le rappelle est l'axe de propagation de translation rectiligne de R' par rapport à R, et bien donc cos pi sur 2 c'est 0, donc on va obtenir que on va avoir 0 suivant l'axe des x. Alors où est-ce que je le revois pour vous le remontrer, je remonte beaucoup, ouais, voilà. Donc si θ égale pi sur 2, cos θ va être égal à 0, on va avoir du moins bêta sur 1 moins 0, donc on va avoir cos θ' égale moins bêta. C'est ce que je pense qu'on va retrouver ici. Bon, alors non, effectivement, voilà, on a le vecteur d'onde qui va être suivant y, puisque la composante suivant x et la composante suivant z sont des composantes qui vont être nulles. Puisque k cos θ, si θ égale pi sur 2, ben, en fait,
K cos θ est égal à 0. Si θ égale pi sur 2, ben on va avoir une composante effectivement. Si on considère vecteur kx, ky, kz, on va avoir une composante simplement suivant ky. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, voilà, composante suivante ky. On a représenté ici, c'est le vecteur d'onde k, hein, c'est pas le quadrivecteur d'onde. Donc là, le premier élément, c'est pas la partie spatiale, c'est la première composante, c'est pas la partie temporelle, pardon, c'est la première composante spatiale du vecteur d'onde. Donc ça, c'est suivant x et kx, ça c'est ky, ça c'est kz. Donc que vaut k', ben en fait, on va avoir, donc si on utilise la relation de passage ici, donc K bar égale oméga prime sur C prime, K prime cos θ prime, etc. avec les relations qui lient K prime que l'on a précédemment, d'accord, où est-ce qu'elles sont? Bon, cos θ prime, on a les relations qui lient K prime, bon, elles sont plus haut. Donc vous avez juste à substituer donc dans les équations, donc avec θ égale pi sur 2, ok? Vous obtenez que K' va s'écrire, donc K'x va être égal à moins bêta fois K, K'y va être égal à racine de 1 moins bêta 2 fois K, et K'z sera égal à 0. Ok, puisqu'effectivement cos θ' est égal à moins bêta, donc sin θ' c'est 1 moins, c'est la racine carrée de 1 moins cos carré θ', autrement dit la racine carrée de 1 moins bêta carré. Et si on fait effectivement le produit scalaire du quadrivecteur d'onde K par le quadrivecteur position R, on va voir que c'est un invariant. C'est-à-dire que oméga t moins K chapeau R est égal à oméga t moins K Y, et oméga prime t prime moins K prime scalaire R prime est égal à oméga prime t prime plus bêta K prime X moins racine de 1 moins bêta 2 K prime Y. On fait le produit scalaire de K avec R', qui a pour composante X', Y', Z'. Ces deux quantités sont égales dans R et R', donc c'est un invariant. Dans R, on a 2pi mu t moins 2pi fois 0, puisque c'est ky sur c, y est égal à 2pi mu facteur de t moins y sur 2. Ok. Et ça vaut la même chose dans le référentiel R', donc c'est-à-dire 2pi mu prime t prime plus 2pi mu prime sur c bêta x prime moins racine de 1 moins bêta 2, 2pi sur c mu prime y prime. Donc c'est pas dur du point de vue effectivement conceptuel, mais bon, il faut apprendre les formules. Le quadrivecteur produit scalaire étant un invariant de Lorentz. Donc on obtient donc c'est égal à 2pi mu prime facteur de t prime plus bêta sur cx prime moins racine de 1 moins bêta carré facteur de y prime sur c. Bon, on écrit effectivement que nos deux carrés scalaires sont identiques et on obtient que 2pi mu facteur de t moins y sur 2 est égal à 2pi mu prime facteur de t prime plus bêta x prime sur c moins racine de 1 moins bêta 2 facteur de y prime sur c. Avec les relations de passage qui découlent de la transformée de Lorentz. Donc l'on connaît maintenant, très bien, t' est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2 facteur de t moins bêta sur c fois x. Et y' se transforme, et les coordonnées, il y a aussi également une contraction des longueurs, pas seulement une dilatation du temps, une contraction temporelle. X' est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta 2 facteur de x moins bêta ct. Okay. De tout ceci, on en déduit une égalité, puisqu'on remplace, on fait passer en fait, multiplie en haut et en bas par racine de 1 moins bêta 2, et on fait passer effectivement le terme bêta sur cx à gauche. On fait passer en fait à gauche tous les termes qui dépendent de la partie temporelle et les termes à droite qui ne dépendent pas. Voilà, donc on a une égalité. Vous remplacez ces deux quantités et vous obtenez vous obtenez le résultat après simplification. Que mu est égal à mu prime facteur de racine de 1 moins bêta 2. Autrement dit, vous avez la nouvelle fréquence mu prime qui est égal à mu sur racine de 1 moins bêta 2. Voilà. Ok, maintenant voilà, on en arrive à la chose la plus intéressante, en fait, c'est l'application numérique. Donc je vais bien vous la relire. Elle est très intéressante et très instructive, cette application numérique. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu refaire la vidéo, parce que j'en avais pas parlé du tout la dernière fois. Alors, voilà pour l'application numérique. L'observation d'une nova, c'est-à-dire d'une étoile qui explose en éjectant dans toutes les directions des particules de grande vitesse qui rayonnent de la lumière, donne les résultats suivants pour un observateur terrestre. On nous dit que la largeur spectrale de l'arrêt émise est de 10 angstroms, au voisinage de la longueur d'onde de 5000 angstroms.
on nous donne le rayon angulaire de la nova. En fait, on nous donne la croissance de ce rayon angulaire au cours du temps. Et on nous dit que le rayon angulaire de la nova croît de 0,15, c'est des secondes d'arc par an. On nous demande d'interpréter la largeur de l'arrêt et d'en déduire la vitesse radiale v d'expansion de la nova. Donc v est très petit devant c. On nous demande ensuite, en question B, de calculer la distance d entre la Terre et la nova en années-lumière. Et on nous donne qu'une seconde d'arc est égale à 60 minutes. Non, c'est plutôt une minute d'arc est égale à 60 secondes d'arc. Et qui vaut 3,10 puissance moins 4 radians. Ok. Alors. Donc effectivement, j'ai représenté ici sur un schéma la Terre et notre supernova. Donc j'ai représenté la supernova en fait trois rayons, le premier rayon, le deuxième rayon, le troisième rayon, puisqu'on nous dit que la supernova croît de temps de 0,15 secondes d'arc par an, son rayon augmente de 0,15 secondes d'arc par an, ok? Et on nous dit que une minute d'arc 60 secondes égale 3,10-4 radians. En fait, on considère en fait une émission longitudinale de rayons gamma, d'accord, de photons gamma, émis longitudinalement. Je vais considérer l'angle alpha, effectivement c'est cet angle alpha qui croît, puisqu'en fait nous, de la Terre, pour un observateur placé sur la Terre, en fait on va mesurer la croissance du rayon de la supernova au cours du temps va se traduire par une augmentation de l'angle alpha par rapport à nous. Et c'est de cette manière que l'on va pouvoir déterminer effectivement la distance qui nous sépare de cette nova. Donc la longueur d'onde émise par la nova dans le bleu vert, donc sont des observations dans le visible. On peut observer donc les étoiles effectivement dans le domaine électromagnétique, dans le domaine visible. On nous donne la largeur spectrale qui est de 10 angstroms. Eh bien, alors alpha, on va le calculer puisqu'en fait l'arc, comment on le calcule en fait, si l'on a effectivement un rayon R en fait en fonction d'une distance d, on a que le delta R ici peut s'exprimer par rapport à la distance à la Terre et le rayon R comme étant égal à R fois, donc le rayon ça va être d multiplié par le delta alpha. C'est le delta R qu'on mesure ici, ok? Donc, on n'en a pas besoin au tout début. Alpha, en fait, c'est égal à 3,15 10-4 radians divisé par 60, puisque c'est des secondes d'arc. Donc, comme on a que mu' est égal à racine de 1 moins bêta sur 1 plus bêta mu, on en déduit que lambda prime, ce qui varie en inverse, est égal à racine de 1 plus bêta sur 1 moins bêta mu. Pour bêta très petit devant 1, lambda prime donc va être égal à racine de 1 plus bêta facteur de 1 moins bêta, puisqu'en fait on a fait un développement limité, 1 sur 1 moins bêta, c'est équivalent à 1 plus bêta, d'accord? Je fais un développement limité à l'ordre 1, d'accord? De 1 sur 1 moins u, avec u très petit. Autrement dit, lambda prime va être égal à 1 plus bêta fois lambda. Donc c'est l'effet de Doppler pour des petites directions. Les photons qui s'éloignent vont avoir donc ce sont les photons qui s'éloignent de la nova, vont avoir un bêta strictement positif, effectivement, puisque on considère que R' c'est le référentiel en déplacement suivant la longitudinale, donc suivant l'axe des photons. Et si si les photons sont émis vers la Terre, en fait, on considère un bêta négatif, puisqu'on a U algébriquement qui est négatif suivant cet axe. Ok? Donc, les photons qui s'éloignent ont un bêta positif, et on mesurera un lambda M' qui est égal à 1 plus bêta fois lambda. Pour les photons qui se rapprochent, bêta est strictement négatif, et on aura un lambda 2' qui est égal à 1 moins bêta fois lambda. Donc ce lambda 2' représente donc la longueur d'onde reçue pour l'observateur sur la Terre. Donc ça va nous permettre de définir une largeur de bande passante, on va dire, hein, une largeur, c'est pas une largeur spectrale, mais c'est une largeur en longueur d'onde, qui est la différence entre lambda M' et lambda 2' en valeur absolue. Lambda M' étant la longueur d'onde des photons qui sont émis vers la Terre, en fait perçus dans R', et lambda M', la longueur d'onde des photons qui s'éloignent de la Terre. Ok, donc delta lambda égale lambda M' moins lambda 2', et c'est égal à 2 fois bêta fois lambda.
On en déduit donc que bêta qui est égal à V sur C est égal à delta lambda, donc la largeur spectrale sur 2 lambda. On en déduit la vitesse d'éjection de la matière, ok, puisque nous on nous donne le delta lambda, hein, la variation spectrale, d'accord. Donc c'est la vitesse d'éjection de la matière, en fait elle peut se calculer en fonction de la mesure de la différence de longueur d'onde. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on a un V qui est égal à delta lambda sur 2 lambda fois C. C'est la vitesse d'éjection de la matière de la nova. Donc on va faire une application numérique. Donc V égale delta lambda sur C. On nous dit que delta lambda c'est 10 angstrom. 2 lambda bah, c'est de l'ordre de 2500 angstrom. On a du 10 puissance... alors on a du 10 puissance moins 10 au numérateur et on a du 10 puissance moins 4. Non, 10 puissance moins 6, 10 puissance 6. Donc, 10 puissance, non, pardon, angstrom, on a du 10 puissance moins 10, on a du 2,5 10 puissance 4, ok? Bon, en simplifiant, on a donc du 10 puissance moins 3 fois C, c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. On en déduit la vitesse d'éjection qui est de l'ordre de 3 10 puissance 5 mètres secondes moins 1. Ok? Donc, c'est la vitesse d'éjection de la matière. Donc, on nous demande de calculer la distance, effectivement, D entre la Terre et la nova, exprimée en années-lumière. Sachant qu'une 60 secondes d'arc, c'est 3 10 puissance moins 4 radians. Ok. Donc, j'ai exprimé, donc, effectivement, on sait que pour un cercle de rayon R, et pour une petite variation d'angle alpha, la longueur mesurée ici, la fraction du périmètre, c'est delta R. Ok. Et delta R est égal à R fois delta alpha en radians. Pour un tour complet, ben, la circonférence c'est 2πr. Donc là, j'ai bien représenté le delta alpha. En fait, il est fonction de l'accroissement du rayon de la supernova. On nous dit que ce rayon, il augmente de tant d'années-lumière, enfin de tant de fractions de secondes d'arc par an. Donc on mesure en fait un delta R qui va s'apparenter à un petit delta R ici, arc de cercle, parce qu'on est sur des distances tellement grandes que l'arc de cercle se confond avec un segment tout court élémentaire. Voilà. Donc on en déduit la distance D qui nous sépare de cette nova comme étant le rapport entre delta R, donc le delta R mesuré qui est dû en fait à l'expansion du rayon de la nova au cours du temps, en temps de seconde d'arc exprimé en années-lumière, d'accord. Delta R c'est V fois delta T sur delta alpha. Donc on va le faire pour, donc effectivement, donc D est égal à, donc on substitue avec effectivement le fait que V égale delta lambda sur 2 lambda fois C, et on obtient donc la distance qui nous sépare de la nova multipliée par, donc effectivement lorsqu'on a mesuré empiriquement donc la largeur spectrale delta lambda sur 2 lambda delta alpha doit être multipliée par C delta. Donc ça c'est une expression en années-lumière, hein, puisque si c'est la vitesse de la lumière et delta t c'est le temps exprimé en années, donc C delta t ça va être exprimé en années-lumière. Et donc cette distance-là en années-lumière est égale à delta lambda sur 2 lambda delta alpha multiplié par C delta t. Delta t en années et C delta t sont des années-lumière. Donc on fait l'application numérique. Delta lambda, ben c'est 10 moins 3. 2 lambda delta alpha, ben on a du 0,75 10 moins 6. Autrement dit, c'est 1300 années-lumière. Notre étoile est à 1300 années-lumière de la Terre. C'est quand même extraordinaire. Alors la question c'est est-ce proche, est-ce loin? Eh bien, nous sommes dans la Voie lactée et le diamètre de notre galaxie est de l'ordre de 100 000 années-lumière. Donc 100 000 années-lumière. L'étoile la plus proche de nous, ben, elle est dans la Voie lactée bien évidemment, et c'est Proxima du Centaure qui se trouve à 4,2 années-lumière. Sirius, ben, elle se trouve à 8,6 années-lumière de nous, et Orion à 1300 années-lumière. Bien, eh bien, oui, voilà, à peu près 1300 années-lumière, donc c'est à peu près l'ordre de grandeur de la distance qui nous sépare de la nova. Pour un ordre de grandeur, le nuage de Magellan notre galaxie est à 170 000 années-lumière de nous. Voilà, et je vous donne ici un ordre de grandeur je dirais de la distance entre les galaxies. On parle de 200 000 années-lumière, voilà. Donc je pense que cette application numérique était vraiment très intéressante. C'est la raison pour laquelle j'ai recorrigé entièrement cet exercice d'une manière un peu différente, en prenant un peu plus le temps et en allant cette fois-ci jusqu'au bout de l'exercice. Donc c'est très bien. Si vous avez eu l'autre vidéo, je pense que vous serez content de voir celle-là, pour ceux qui l'ont vue. Voilà. Donc je vais continuer après certainement des exercices sur la mécanique relativiste. Voilà.